Bonjour. Et si on se faisait une petite correction de votre épreuve de brevet, c'était hier après-midi. Donc ce matin, on va regarder un petit peu ce qu'il aurait fallu faire pour avoir une très bonne note. Alors tout d'abord, notez bien ce qui est marqué tout en haut du sujet. Indication portant sur l'ensemble du sujet. Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. Et bien sûr, laissez les traces de votre travail même si vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout. Alors, exercice 1, 20 points, et bien en tout 5 exercices, chacun étant sur 20 points. Le premier, donc l'opticien vend différents modèles de lunettes de soleil. Il reporte donc ces informations sur le tableur. Qui a donc 5 modèles de lunettes de soleil. En dessous, on a le nombre de lunettes vendues, de paires vendues. Et en dessous, le prix de chaque paire de lunettes. Alors, montrez que l'étendue de ces paires de lunettes de soleil est 85 euros. Alors, l'étendue, il faut se rappeler ce que c'est, évidemment. C'est un indice de dispersion. C'est assez facile. C'est tout simplement la valeur, dans une série statistique, la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Ça donne ainsi l'étendue des prix. Les prix vont de tel prix à tel prix, donc ça fait une différence de temps. Alors ici, c'est quoi ici? Le modèle le plus cher, c'est facile parce que tout est classé. Tout est classé dans l'ordre croissant. Le modèle le plus cher, c'est le modèle 5 à 160 euros. Le modèle le moins cher, c'est le modèle 1 à 75 euros. On peut donc conclure que l'étendue des prix est, alors 160 moins 75, on fait le calcul et on trouve 85 euros, ce qui était demandé. Là encore, le fait qu'on vous donne la réponse, 85 euros, ça vous permet, mais si vous n'êtes pas sûr de ce qu'est réellement l'étendue, de le deviner finalement, ce qu'on peut trouver 85 avec les différents prix qu'on a. Voilà, donc ça peut permettre à certaines personnes qui ne savent même pas ce qu'est l'étendue, parce qu'ils n'ont pas appris, de trouver quand même la réponse, de comprendre que pour faire 85, il n'y avait que 160 moins 75 à faire. Très bien, ensuite, petit 2, là on passe à un petit travail sur le tableur. Quelle formule doit-on saisir dans la formule G2, c'est-à-dire donc ici, pour calculer le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022? Mais évidemment, le total ici, c'est la somme de tous ces nombres-là. Donc évidemment, ce qu'on attend de vous, c'est de marquer égal. N'oubliez pas qu'il faut commencer une formule par égal dans le tableur. Ça veut dire n'écris pas ce qui va suivre, mais calcule ce qui va suivre. Alors il y a une fonction dans le tableur que vous connaissez sans doute, c'est somme, qui permet de faire la somme tout simplement. Donc la somme de quoi? Puisqu'on a toute une série ici qui va de la cellule B2 jusqu'à la cellule F2, on écrit B2 2 points F2. Voilà donc la réponse qui était attendue. B2, 2 points F2, rappelez-vous, 2 points, ça veut dire je pars de B2 et je prends jusqu'à F2. Donc ça prend tout. Alors évidemment, ce n'était pas la seule proposition possible, c'est la meilleure celle-là. Mais on peut également faire égal, somme, B2, point virgule, C2, point virgule, D2, point virgule, E2, point virgule, F2. Là, c'est la somme explicitement de B2, C2, D2, E2, F2. C'est bien sûr beaucoup moins bien que B2, 2.F2. Enfin, c'est pas du tout interdit, ça marche très bien. On peut également écrire égal B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus F2. Ça marche aussi très très bien. On pouvait même écrire égal 1200 plus 950 plus 875 plus 250 plus 300. C'est-à-dire faire le total explicitement des valeurs qui sont écrites. C'est vraiment la formule la plus pourrie qu'on pouvait mettre. Mais techniquement, est-ce qu'elle donne le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022? Oui. Donc on ne pourrait pas reprocher à quelqu'un d'avoir écrit ça. C'est vraiment pourri, c'est vraiment pas ce qu'on attend. Mais vu la question comment la question est posée,
on ne peut pas refuser une telle réponse. Notez également que somme, souvent, vous aurez à utiliser non pas somme, mais sum en anglais. Après, pareil, hein, B2, F2. Vous avez souvent des tableurs, si vous utilisez le tableur de Google Drive, par exemple, il est par défaut, je ne sais pas si on peut le changer, il est par défaut en anglais. Donc somme, SO2ME, il ne connaît pas, il connaît que somme, SUM. Voilà. Et bien sûr, voilà. Donc, en gros, les valeurs qu'on pouvait mettre ici, évidemment, ce qu'on attendait de vous, c'était celle-là. Voilà, ça, on attendait ça de vous. Tout le reste, on serait un peu déçu, sans doute, si on voyait ça. Et je pense que je vais en voir lorsque je vais corriger ça dans quelques jours. Mais tout ce que j'ai proposé là, c'est juste. Mais pour tout ce qu'il y a là, moi, je mettrai le maximum de points, puisque clairement, c'est juste. Ensuite, petit b, ça c'était le petit as. Calculer le nombre total. Donc, il fallait faire le calcul, parce que forcément, vous n'aviez pas le tableur à votre disposition. Donc, il fallait faire le calcul. Alors là, j'ouvre donc la calculatrice. Et là, par contre, quand on le fait à la calculatrice, on le fait avec comme la dernière technique que j'avais marquée. Hein, c'est-à-dire 1200 plus 950 plus 875 plus 250 plus 300. Et ça fait 3575. Alors la phrase c'était comment en 2022. En 2022. En 2022. Alors c'était combien le résultat 3575. 3575. 3575 paires de lunettes. Sous-entendu de soleil, hein, ont été vendus. Ensuite, petit 3, petit a aussi, calculer le montant total en euros des ventes de paires de lunettes de soleil en 2022. Alors là, je vais peut-être effacer un petit peu tout ce que j'ai écrit sur le tableau là, parce que on va commencer à peu y voir. Je vais marquer ici le 3575 que j'ai trouvé, comme ça. Si j'ai besoin, je me resservirai. Alors, le montant total en euros des ventes de paires de lunettes. Évidemment, vu qu'il a vendu 1200 paires à 75 euros, rien que ça lui a rapporté 1200 fois 75. À ça, il faut rajouter les modèles 2. Il y en a eu 950. Et ça, mais ils ont vendu à 100 euros. Donc ça a rapporté 950 fois 100. Ainsi de suite pour tous les autres. 975 fois 110 plus 250 fois 140. Il n'est pas très beau ce 5. Là, je vais refaire un peu mieux. Je vais même l'effacer. Ça ressemblait un peu à un 3 mal fait. Voilà, ce sera mieux. Donc 250 fois 140 plus 300 fois 160. Et ça fait combien tout ça? On calcule. Hein. On prend une calculatrice, vous l'avez. Et on calcule. Alors allons-y. 1200 fois 75 plus 950 fois 100 plus 875 fois 110 plus 250 fois 140 plus 300 fois 160 et ça nous fait 270 100 euros. Donc 270 100 euros. Bien sûr, on ne laisse pas un calcul comme ça. Hein. Ici, j'ai essayé la place exprès. Le montant total des ventes. Là encore, on sous-entendu le reste de la question. Hein, de lunettes de soleil en 2022. Le montant total des ventes est, et on calcule ici, donc 270 100 euros. Calculer le prix moyen, tout simplement c'est 270 100 euros, il faut les partager
entre les 3575 paires de lunettes qui ont été vendues. Donc on va diviser 270 100 par 3575. Donc le montant moyen, d'une paire de lunettes et alors c'est les 270 100 divisé, je mets quand même fraction, par 3575. On prend une calculatrice. Alors 270 100 divisé donc par 3575. On voit évidemment qu'on tombe sur quelques... C'est bizarre, ça veut dire 75 euros, ça me paraît bizarre, ça me paraît pas cher du tout. Vu qu'elles sont... à 75 euros, c'est quasiment le prix minimum. Donc il y a un problème quelque part. Je vais refaire les calculs. Vous voyez, ici je tombe sur un prix, il n'est pas logique. Donc je sais que j'ai fait une erreur quelque part. Je sais pas où encore. Hein. On va chercher. Je vais retaper. 1200 plus 950 plus 875 plus 250 plus 300. Donc ça me confirme mon 3575. 1200 fois 75 plus 950 fois 100 plus 875 fois 110 plus 250 fois 140 plus 300 fois 160. Ah voilà, c'est ici que j'avais fait une erreur de calcul. Ici j'avais fait une erreur de calcul. Hop là, on n'est pas du tout à 270 100. On est à, je vais enlever ici, hop. On est à 364 250. 364 250 euros. Erreur, j'ai du mal taper sur la calculatrice quelque part. Ben forcément, l'important c'est de voir ces erreurs. Vous avez vu ici, je tombe à 75 et quelques. C'est pas logique. Quand le prix minimum c'est 75 euros, je peux pas avoir un prix moyen quand toutes les entreprises sont en 160 et compagnie. Je peux pas avoir un prix moyen à 75 euros. Donc j'y crois pas. Donc je me dis, j'ai fait une erreur. J'écris pas un résultat sans réfléchir au résultat. Je me dis, est-ce qu'il est logique avec le reste? Donc maintenant, je fais donc 364 250 divisé par 3575. Et là, j'ai un truc qui me paraît bien plus crédible. Alors 101, alors plein de choses derrière. Alors, je ne vais pas m'amuser à simplifier la fraction parce qu'il faut donner directement arrondi au centime près. Le centime, c'est deux chiffres après les virgules. Donc je dois arrondir donc à 101,88. Mais comme derrière il y a un 8, il faut que j'arrondisse au supérieur. Donc j'écrive 101,89. 101,89. Voilà, il est moche ce 9. 89 euros. Attention, à peu près égal. Pas possible de laisser ici un égal, puisque forcément c'est pas égal. Donc 101,89 euros. Là, ça me paraît correct. Voilà pour cet exercice 1. Alors, en exercice 2, donc de la géométrie, on voit ici une figure avec BCDE qui est un rectangle, BAE qui est un rectangle en A, une perpendiculaire à droite CD passant par A, coupe toute cette droite en H, très bien. Et les droites AE et CD, je vois ouais, C, AE c'est ici, et CD c'est là, se coupent en F, très bien. Alors, on donne. Déjà, dès qu'on donne les choses, je vais marquer sur la figure pour mieux les voir. AB qui vaut 4,2. 4,2. BC qui vaut également 4,2. EB qui vaut 7. Et EF qui vaut 7 également. Très bien. Bien sûr, on a également CD qui vaut 7 puisque c'est un rectangle. Donc, si on en a besoin, on pourra s'en servir. Alors, très bien. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a comme données. Allons-y, montrer que l'aire du rectangle BCDE est égal à 29,4 cm². Bon, ça, l'aire de rectangle, vous connaissez, hein, j'imagine. C'est quand même depuis l'école primaire. L'aire du rectangle, donc BCDE, est, alors, j'aime bien nommer les choses, R de BCDE égale,
Alors c'est quoi? Ben, c'est longueur fois largeur, parce que c'est un rectangle. La longueur, c'est donc BE. Multiplié par la largeur, c'est BC. Ce qui fait donc 7 fois 4,2. Et là, on vérifie. Ici, je vais enlever l'écran ici pour avoir accès en bas. Donc 7 fois 4,2. Madame, on trouve donc les 29,4 qui étaient proposés. Donc c'est bon, on n'a pas fait n'importe quoi. 29,4 cm². Ensuite, montrer que la longueur AE est égale à 5,6 cm. Alors là, la longueur AE, qu'est-ce que c'est? Cette longueur-là ici. On voit qu'on est dans un triangle rectangle où on a une longueur qu'on ne connaît pas. Donc par Pythagore, on va pouvoir la trouver. Alors on a quoi? On a. Il a appelé comment? Il a appelé BAE. Donc enfin, gardons le nom qu'ils ont mis dans l'énoncé. BAE rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, alors qu'est-ce qu'on a? Le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire BE carré, est égal à la somme des carrés des autres côtés, c'est-à-dire AB carré, plus AE carré. Évidemment, si donc BE carré égale à AB carré plus AE carré, ça veut dire que AE carré est égal à BE carré moins AB carré. On n'a plus qu'à remplacer par les valeurs. BE, c'est donc 7, donc 7 au carré, moins AB 4,2, donc 4,2 au carré. Allez, on calcule tout ça. 7 au carré, ça fait 49, moins 4,2 au carré, ça fait donc 4,2 au carré, 17,64. 17,64. Et ça, 17,64 moins, je vais l'opposer et je rajoute 49. Ça me fait donc 31,36. C'est AE carré, j'ai raté le carré là. AE carré égale 31,36, c'est ça qui a marqué? 31,36. Donc AE est égal à la racine carrée de ceci. 31 de racine carrée de 31,36. Là encore, je reprends la calculatrice. Donc je prends la racine carrée de ceci. Hop, ça fait donc 5,6. 5,6 cm. Et c'était ce qui était demandé de prouver. Donc AE égale 5,6 cm. J'y pense ici, j'ai pas mis un peu en valeur mes résultats, au moins les souligner, hein, ou encadrer, enfin, faire en sorte que votre correcteur les voit bien, c'est important. Alors ça, c'est le petit A. Le petit B, je vais le faire à côté. Alors, qu'est-ce que c'est le petit B? Calculer l'aire du triangle rectangle ABE. Donc, le triangle qui est là. Alors, l'aire d'un triangle rectangle, qu'est-ce que c'est? Enfin, même d'un triangle, quel qu'il soit. C'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, je pourrais prendre BE comme base. D'accord? Mais seulement, la hauteur, ce serait donc ceci, ce côté qui n'a pas de nom d'ailleurs. Ça part de A, ça s'arrêterait sur ce point-là. Je connais pas cette longueur du tout, donc c'est pas très pratique. Donc on va choisir une autre base. Et d'ailleurs, quand on a un triangle rectangle, en général, on prend comme base ce qui n'est pas l'hypoténuse. Parce que si je prends ceci comme base, donc le côté AE par exemple, qui vaut 5,6 maintenant, parce que je le sais, eh bien, si ça c'est la base, c'est quoi la hauteur? La hauteur, forcément, pour être perpendiculaire, c'est l'autre côté. L'autre côté qui n'est pas l'hypoténuse. Donc ici, tout simplement, l'aire du triangle donc BAE et alors je vais l'appeler R de BAE et c'est égal donc à quoi? C'est égal donc à la base qui serait AE. Alors vu qu'il y aura 1 sur 2, je vais quand même mettre mon trait de fraction. C'est quoi ça? Il est pas beau. Ah, ça c'était le E, ok, j'ai confondu le E, comme le E il est mal fait. Avec la tablette graphique, c'est pas pratique. Je l'ai pris pour un égal. Donc, le trait de fraction premier, ce que je sais qu'il y aura 1 sur 2. Et après, AE fois AB.
On remplace par les valeurs, ce qui fait donc... Alors AE c'est combien? C'est 5,6 multiplié par AB 4,2 sur 2 égale... Alors là encore j'ai mis ça ici, je vais l'enlever. Hop là, alors 5,6 fois 4,2. Vous voyez, pas la peine de faire une multiplication par 2, il y a des virgules et tout, on fait tout à la calculatrice. Donc ça, 23,52 divisé par 2, ce qui fait donc 11,76. 11,76 quoi? Vu que tout est en centimètres, ça fait des centimètres carrés. Hop là. Voilà. Ensuite, question 3. Alors là, il faut calculer la longueur AH. Alors, quelle est la longueur AH? Donc celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, évidemment? On voit qu'on est... Ah non, il y a une question petit a d'abord. On voit, enfin, en tout cas, on voit que pour calculer AH, qu'on va se retrouver ici dans une configuration de Thalès. D'accord? Voilà, je la repasse ici. Mais pour cela, il faut avoir des parallèles. Et c'est la question petit a qui demande de montrer que les droites ED, donc celle-ci, et la droite AH, qui est celle-ci, sont toutes les deux parallèles. Bon, c'est évident qu'elles sont parallèles puisqu'elles sont perpendiculaires ici à une même droite. Ça, c'est ce qu'on a vu en sixième. C'est le petit a. Donc, on a la droite AH qui est perpendiculaire à la droite CD. Je vais appeler CD. Je peux également appeler CF ou autre, c'est pareil. Hein. Perpendiculaire à CD. Et la droite ED qui est perpendiculaire également à la droite CD. Ça vient du fait que c'est un rectangle, hein, qu'on a fait un rectangle. Et donc, la droite AH est parallèle à la droite D. Ça, c'est le petit truc de sixième. Très facile. Ensuite, donc, on va calculer la longueur AH. Donc là, je vais passer un peu en dessous. J'essaie de garder quand même la figure visible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là, je vais mettre ici pour séparer. Alors, on a quoi? Pour faire du Thalès. On a donc deux séquentes. Ici, séquente, c'est quoi? C'est la droite AE et la droite HD. C'est HD, c'est CD ça. HD. Séquente. Hop là, le C, le A. Séquente en F. Je rappelle que le fait de parler des droites AE et HD, séquente en F, ça permet en même temps de dire qu'il y a les droites séquentes et en plus de dire que les points A, E et F et H, D et F sont alignés, puisque forcément, ils sont sur A, E et F sont sur une même droite, puisque la droite AE, le point F appartient à la droite AE et également appartient à la droite HD. Et bien sûr, il faut des parallèles. Les parallèles, on les a aussi. On l'a prouvé dans le petit a. C'est AH parallèle à ED. Tiens, d'ailleurs, je marque le petit b ici, ça c'est mieux. Donc, d'après l'énoncé, théorème, hein, ce qu'on veut, hein, de Thalès. Alors, on a quoi? Donc, d'après l'énoncé de Thalès, on a quoi? Alors, allons-y. FA sur FE qui est égal à FH sur FD qui est égal à AH sur ED. Toutes ces trois fractions, même ces trois égalités, je vais en garder qu'une seule. En particulier, bien sûr, je garde AH sur ED, puisque c'est quand même AH que je cherche. Et ensuite, FH, je connais pas. FD, je connais pas non plus. Donc cette fraction-là, elle me paraît pas très intéressante. Par contre, FA sur FE, ça, je connais assez bien. FA sur FE. Alors, FE, je connais c'est 7. Et FA, je ne le connais pas clairement. Enfin, hop là.
ici, puisque j'ai 7 ici, que j'ai 12,5,6 ici, je fais la somme, ça me fait 12,6. D'accord? Je l'écrirai après dans des détails ici. J'écrirai cette explication-là, mais clairement déjà, on sait que ça fait 12,6, c'est pas ça qui va me poser problème. Alors qu'est-ce que je fais ici? Ben, par exemple, un produit en croix, puisque je cherche AH. Ça me fait donc AH multiplié par FE, qui est égal à ED multiplié par FA. Pour récupérer AH, ben, qu'est-ce que je fais? Je dois éliminer sur le FE, et pour cela, je vais tout simplement multiplier de chaque côté, je change de couleur, tiens, multiplier de chaque côté par 1 sur FE, ce qui me permet ainsi d'éliminer les FE ici, hop, et donc il va me rester plus que AH égale ED, hop là le ED, multiplié par FA, sur FE, FE, c'est ça, sur FE, d'accord? Alors là, soit je fais après un OR FA égale FE plus EA égale 7 plus 5,6 égale 12,6, ou tout simplement, dans ma formule ici, je marque AH égale ED multiplié, et donc FA, je le décompose en FE plus EA. D'accord? Bien sûr, il faudrait préciser vraiment que le point E appartient au segment, mais il y a quand même des évidences qui ne sont pas la peine d'être précisées ici. D'accord? Voilà. Après, on pourrait développer, simplifier des choses, mais je pense que quand on est en brevet, on peut s'arrêter là. Enfin, s'arrêter là. Il faut quand même faire l'application numérique quand même. Donc, ça nous fait donc AH qui est égal à... Alors, ED, c'est quoi on a dit ED? ED, c'est 4,2. D'accord? Hein, on va pas... ED, c'est évidemment pareil que BC. Alors, je pourrais même d'ailleurs, dans la formule, remplacer ED par BC, pour avoir vraiment une valeur qui a été donnée dans l'énoncé. Fois donc FE, c'est donc 7, plus EA, 5,6. Là encore, ce EA 5,6, pourquoi pas le remplacer par une racine de BE carré moins AB carré, pour avoir ainsi à la fin une formule qui n'utilise que des données de l'énoncé. Divisé par FE, ben c'est 7 encore, voilà. Et ça nous fait un AH égal, alors je prends la calculatrice ici, 4,2 multiplié par parenthèse, 7 plus 5,6, je fais un parenthèse, je retrouve bien mon 12,6 évidemment, divisé par 7, je trouve 7,56. 7,56 centimètres. Voilà, centimètres, je vais bien écrire. Et je mets ça en valeur, évidemment. AH égale 7,56 cm. D'accord? Ça, c'est la version, je dirais, un petit peu longue. Bon, on pouvait faire un peu plus court, de deux manières. Première manière, évidemment, je me passe d'écrire les trois fractions-là. J'écris directement, d'après l'énoncé de Thalès, et j'écris seulement ces deux-là. Puisque je sais, évidemment, que de ces trois fractions, je vais en servir que de deux, donc de deux égalités de une égalité sur les trois égalités qui sont marquées. Eh bien, déjà, je fais le choix de celle que je vais prendre. Je prends que AE sur ED, évidemment, AH sur ED, puisque j'ai AH à chercher, et des deux autres, je prends directement celle qui va m'intéresser. Ici, c'est FA sur FE. Très bien. Première manière, déjà, de gagner du temps, de ne pas écrire les trois égalités et après en choisir une, mais marquer seulement celle qui nous intéresse, puisqu'il n'y avait qu'une seule longueur à chercher. Si après il y avait une autre longueur à chercher, ce serait différent, mais là, comme il y a une seule longueur à chercher, rappelez-vous, c'est plus simple, plus rapide, de marquer directement celle qui nous intéresse. Et puis également, l'autre chose à voir, c'est que lorsque j'ai AH sur ED, qui est égal à FA sur FE, n'oubliez pas que l'autre manière pour arriver directement à trouver AH, au lieu de faire un produit en croix et après d'éliminer les FE, on peut tout à fait donc repartir de cette égalité-là. Alors, bien sûr, ça marche facilement, on l'avait dit en classe, lorsque l'on a ce qu'on cherche qui est au numérateur. Hein.
Quand il y a au dénominateur, c'est un petit peu plus compliqué. Ça marche aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Lorsque ce qu'on cherche ici, c'est AH est au numérateur, eh bien à la place de faire le produit en croix, ben, je vois que déjà ici, si j'arrivais à éliminer le ED, eh bien ce serait gagné. Et comment éliminer ED ici tout simplement? En multipliant, alors je vais essayer d'effacer le truc rouge, voilà. Tout simplement en multipliant de chaque côté par ED. Comme ça, les ED se disparaissent. Et j'obtiens directement AH égale AH. Bon, H est raté, je vais refaire. AH égale FA fois ED divisé par FE. C'est-à-dire la même formule que là. Après, éventuellement, je continue. Hein, je remplace FA éventuellement par la somme. Je remplace par les valeurs. Et je trouve aussi 7,56 cm. Voilà pour l'exercice 2. Exercice 3, donc un QCM. 3 possibilités. Autant dire que c'est quand même pas mal. Parce que déjà, en mettant au hasard, on a une chance de gagner. C'est quand même pas mal. D'autant qu'il est marqué aucune justification n'est demandée. J'espère que vous l'avez bien tous lu ça. Aucune justification n'est demandée. Donc ce qui veut dire qu'ici, on donne juste la réponse, tout simplement. Et la réponse, on la donne comment? En recopiant sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie. Alors allons-y. Bah, nous, on va quand même justifier pour expliquer comment on arrive au résultat. Mais évidemment, sur la copie, il fallait juste marquer la question 1, réponse A, réponse B ou réponse C. Alors, dans une classe de 25 élèves, 60% des élèves sont des filles. Combien y a-t-il de filles dans cette classe? Alors, on reprend la phrase. Hein. C'est 60% des élèves sont des filles. Ça se traduit comment ça? 60%, ça fait 60 sur 100. Le D, il y a un 2 dedans, donc c'est à multiplier. Élève, c'est 25. Voilà, il faut donc calculer 60 fois 100 fois 60 sur 100 fois 25 sont des filles. Alors là, il y a plein de manières de faire. Donc, allez, on va faire les complètes. Première manière, on laisse la division ici. On obtient donc 60 divisé par 100, ça fait 0,6 fois 25. Puis on calcule 0,6 fois 25. 0,6 fois 25. On trouve 15. Donc égale 15. Donc il y a 15 filles. Ou alors, on fait égal, on remet le 100 en dessous. Et on obtient donc 60 fois 25, le tout sur 100. 60 fois 25, évidemment, ça va faire... Oh, c'est pas le bon ici. 60 fois 25, ça va faire les 1500, forcément. Donc 1500 divisé par 100. On retrouve donc évidemment pas 100 filles, donc 15 filles. Et on peut également mettre le 60 tout seul et passer le 100 sous le 25. On obtient ainsi 60 multiplié par 0,25. Bon, je ne fais pas le calcul. Hein. Ça nous fait évidemment 15 filles. Donc voilà, donc 3 méthodes de calcul. En général, vous faites la première, parce que vous faites 60 sur 100 fois 25. Pour la calculatrice, vous le tapez comme ça et vous trouvez directement le résultat. 15. On peut également le faire encore plus simplement. Plus simplement, je sais pas. En tout cas de manière différente. En se rappelant que on a une réponse qui est la bonne et une seule. Donc quand on a ici, on voit que s'il y avait eu 50% des élèves qui étaient des filles, 50% c'est la moitié. Ça ferait la moitié de 25, c'est-à-dire 12,5. Bon, pas possible, on va pas couper une fille en deux. Mais mathématiquement, ça fait 12,5 filles. Et là, on est à 60%. 60%, c'est un petit peu plus que 50%. Donc la réponse sera un petit peu plus que 12,5. Ben, 10, c'est pas assez, évidemment, parce qu'on n'est même pas à 12,5. 20, on est largement au-dessus des 12,5. Donc la seule réponse qui reste, c'est la réponse B. Donc même sans calcul, en réalité, avec un petit peu de logique, on voit que la seule réponse possible, c'est la réponse B. Alors, question 1. Réponse B. D'accord? Il fallait évidemment pas simplement entourer ici, hein, puisque la copie, le sujet, vous ne le rendez pas avec votre copie. Enfin, marquez ici, question 1, réponse B. Voilà. Alors, la question 2 maintenant. Quelle est la décomposition produit du facteur premier de 126? Alors là encore, il y a plusieurs manières de faire.
Le plus classique, ça va être quoi? Ça veut dire qu'on prend 126 et on le décompose. Alors 126 est-il divisé par 2? Oui. 126 divisé par 2, ça fait donc 63. 63 est-il divisé par 2? Non. Est-il divisé par 3? Oui. 63 divisé par 3, ça va faire 21. 21 est-il divisé par 3? Oui. 21 divisé par 3, ça fait 7. Et comme 7 est premier, hop, on a terminé. Donc ça veut dire que 126, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 7, c'est-à-dire en mettant les 3 ensemble, 2 fois 3 au carré fois 7. Et on voit donc que c'est la réponse. C'est la réponse C. Donc question 2, réponse C. Il y avait également une autre manière d'arriver à cette conclusion, c'est de dire la réponse A était-elle possible? Ben non, puisque il y a 9 dedans. Et 9, c'est pas un facteur, c'est pas un nombre premier. Donc la réponse A, c'est pas possible. La réponse B, est-ce qu'elle était possible? Ben non. Il y a une addition ici. Donc si une addition, c'est pas des produits. Les produits, c'est que des multiplications. Donc la réponse B était impossible. Ben, il reste plus que la réponse C. Donc comme on sait qu'il y en a une des trois qui est juste, si c'est ni la A ni la B, ça ne reste plus que la C. Ensuite, question 3. Dans un sac, il y a 17 jetons rouges, 23 jaunes et 20 jetons bleus, tous indiscernables au toucher. On tire au hasard un jeton du sac. Quelle probabilité d'obtenir un jeton rouge ou un jeton jaune? Alors, le plus simple, c'est de dire que on a quoi comme possibilité? On gagne quand on tire un rouge ou un jaune. Il y a combien de possibilités, ça? Il y a 17 rouges et 23 jaunes. Donc il y a 17 plus 23, ce qui fait 40. 40 possibilités de gagner. D'accord? Il y a 40 possibilités de gagner. Sur combien en tout? Non, en tout, c'est donc 17 plus 23 plus 20 sur 60 possibilités au total. D'accord? Alors bien sûr, là, j'écris pas tous les calculs qui m'ont d'arriver à 40 et 60. Je vous l'ai dit seulement parce que il y a aucune justification n'est demandée. Donc on va pas s'amuser à écrire tous les calculs lorsque l'oral suffit pour expliquer les choses. Donc la probabilité qui est recherchée, c'est quoi? Ben, c'est 40 sur 60. Et 40 sur 60, évidemment, on peut simplifier ça par 10, hein, avec les zéros, ça fait 4 sur 6. Et 4 sur 6, évidemment, ça fait 2 sur 3. Est-ce que le sur 3 il y est? Oui, c'est ici. C'était la réponse. Oh là, il est tout petit. Je peux agrandir un peu. Non, je peux pas agrandir un peu. Voilà, agrandir un peu. Voilà, ça fait mieux. Et donc, c'est la réponse 3 qui est la bonne. La réponse A plutôt, 2 sur 3. Donc, question 3. Question 3. Réponse A, on avait dit. Très bien. Après, encore deux questions. Alors, sur l'octogone, j'aurais rien à écrire finalement. On va juste voir sur la figure. Sur l'octogone régulier ci-dessous, quelle est l'image du segment DC par la rotation de centre O qui transforme A en D? Donc, commençons à nous intéresser à la rotation de centre O qui transforme A en D. Le A, il est là. Et par la rotation, on va le faire passer ici au point D. Alors, c'est une rotation qu'on voit ici, donc le centre O, évidemment, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le sens indirect. Et de combien de degrés? Alors ici, on voit qu'on a ce degré-là une fois, plus le même, parce que c'est régulier une deuxième fois, plus le même une troisième fois, plus le même une quatrième fois, plus le même une cinquième fois. À la limite, on n'a même pas besoin de connaître la valeur de l'angle. On sait qu'on va faire 5 fois ce petit angle ici, dont on ne connaît pas vraiment la valeur. Enfin, si on la connaît en fait, puisque évidemment, le tour complet c'est 360, c'est partagé en 8, puisque c'est l'octogone, donc 360 divisé par 8, ça va faire 45. Ou on le voit également, puisqu'ici on a des angles droits, ici à chaque fois, ici. Donc forcément, parce qu'on a la moitié, ça va faire encore 45 degrés. Donc on peut dire évidemment qu'on tourne de 5 fois 45 degrés. Mais finalement, c'est même pas la peine de faire ce calcul. On a tourné de 5 fois ce petit angle qu'il y a dans les petits triangles qui forment l'octogone. Alors on veut faire quoi maintenant? On veut faire l'image de qui? Du segment DC. Là, je vais changer un peu de couleur pour le segment DC. Le segment DC, il est là. Donc je vais prendre le point D pour commencer. Ben, pour le point D, donc tourner encore une fois dans le sens aigu d'une montre, bien de 5 fois
ce petit angle de 45 degrés. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. J'arrive sur le point G. L'image du point D, c'est le point G. Et évidemment, l'image du point C qui est juste après, ça va donner le point F. Donc l'image du segment DC, c'est évidemment le segment GF qui est ici en réponse B. Donc tout simplement ici, question 4, réponse, c'est laquelle? C'est la B. Réponse B. Ensuite, quel est le volume d'un pavé droit de hauteur 1,5 m et de base rectangulaire de 2 mètres de longueur et 1,3 m de largeur? Ça, c'est très simple. On sait très bien que le volume d'un tel pavé droit, il suffit de multiplier longueur, largeur et hauteur. Donc ça va donner quoi? C'est-à-dire que le volume sera égal à 1,5 multiplié par 2 multiplié par 1,3. On prend la calculatrice et on trouve 3,9 mètres cubes. Bon, ça y est pas, c'est pas proposé, ça, parce que c'est 2,6 mètres cubes, donc ça y est pas, c'est pas proposé. Donc, il faut mettre en litres. Comment on sait qu'un mètre cube, ça fait 1000 litres, évidemment. On va multiplier par 1000, on va trouver 3900 litres. C'est donc la réponse B. Là encore, à partir du moment où on a vu que 1 mètre cube c'est 1000 litres, ça veut dire que le passage de l'un à l'autre va se faire juste en décalant la virgule, en rajoutant éventuellement des zéros, en décalant la virgule. Donc forcément, si on a 3,9 mètres cubes, dans la réponse finale, il y aura le 3 et le 9. Parce que c'est juste un décalage de virgule. Et le seul dans les réponses A, B et C qui avait un 3 et un 9 comme ça à côté, c'est la réponse B. Donc là encore, sans forcément aller jusqu'au bout du calcul, on pouvait savoir que c'était la réponse B. Donc je vais l'écrire, allez, je remonte un petit peu ici pour pouvoir noter ma réponse. Question 5, réponse B. Voilà, un truc comme ça d'ailleurs préféré, parce que il faut marquer la réponse choisie. Donc on pourrait très bien marquer question 5 de point 3900 litres. C'est juste aussi. Question 4 de point segment GF. C'est aussi la réponse. D'accord? Préférez marquer la lettre. C'est beaucoup plus simple pour votre correcteur. Et donc il a moins de chances de se tromper tout simplement. Et mettez-les dans l'ordre. Ça c'est important par contre. Hein. Parce que là encore, si vous ne mettez pas dans l'ordre, que va faire votre correcteur quand il va corriger ça? Il va se rappeler que la réponse c'est B, C, A, B, B. Voilà, il va regarder B, C, A, B, B. Hop, B, C, A, B, B, c'est bon, il met les 20 points. Si vous mettez dans le désordre, forcément, il risque de se tromper, ne pas voir que vous avez mis dans le désordre et voir que ça fait pas B, C, A, B, B et vous enlevez des points que vous auriez dû avoir. Donc là, c'est important de mettre dans l'ordre quand on a quelque chose de ce style-là. Ça évite les erreurs et ça évite de perdre des points pour rien. Voilà pour l'exercice 3. On passe donc à l'exercice 4. On veut fabriquer un escalier en bois de hauteur 272 cm. Donc déjà, on va commencer à rajouter ici les 272 cm. La figure ci-dessous présente une vue de profil de cet escalier. La hauteur d'une marche est de 17 cm. Donc là, j'ai 17. Et la hauteur d'une marche, la profondeur d'une marche, poser le pied mesure 27. Là, j'ai 27. Très bien. Montrer qu'il faut prévoir 16 marches pour construire cet escalier. Alors ici, je vais essayer de repasser. Je sais pas pourquoi il m'écrit tout en rouge. Je peux plus changer de couleur. Ici, je passe en noir. Allez, ça remarche. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, je suis repassé en noir. Alors, allons-y. Oui, donc pour montrer qu'il faut prévoir 16 marches pour construire cet escalier. On voit très bien que la hauteur de l'escalier est connue, c'est 212. À chaque marche va donner 17 cm de hauteur. Donc il va falloir partager ces 272 en 17 cm de hauteur pour connaître le nombre de marches, tout simplement. Donc petit a plutôt, on a besoin de 272 divisé par 17. J'imagine que ça va faire 16, on va quand même vérifier. 272 divisé par 17 égale 16 marches. Tout simplement.
Montrer que la longueur AB est égale à 432 cm. Voilà, c'est facile aussi, la longueur AB c'est ici. Vu qu'il y a 16 marches et que chaque marche fait 27 cm, bien évidemment, on a AB qui est égal à 16 fois 27. Et j'imagine que 16 fois 27, ça va faire 432. Alors 16 fois 27, 432, ça marche bien. Donc égal 432 cm. Allez, petit 2. Pour permettre une montée agréable, donc je vais quand même le marquer ici, 432 cm, comme ça on le connaît. Pour permettre une montée agréable, l'angle BAC, donc c'est l'angle qui est là, doit être compris entre 25 et 40 degrés. Première étape, on va calculer la mesure de cet angle-là, arrondi au degré près. Voilà, c'est assez facile, parce qu'on a clairement ici un triangle rectangle. L'angle triangle ABC est un triangle rectangle. On connaît, on a l'angle ici, que l'on cherche. On connaît ceci qui est le côté opposé à l'angle, ceci qui est le côté adjacent à l'angle. On va évidemment travailler avec la tangente. On a ABC rectangle en B. Donc, la tangente de l'angle BAC, qu'est-ce que c'est la tangente? C'est le côté opposé à l'angle BAC divisé par le côté adjacent à l'angle BAC. Qu'est-ce que c'est que le côté opposé ici à l'angle BAC? C'est évidemment le côté BC. Quant au côté adjacent à l'angle BAC, c'est le côté AB. Donc, puisqu'on cherche la tangente, on remplace par les valeurs. La tangente de BAC est donc égale à BC, c'est combien BC? BC, c'est 272, divisé par AB qui fait 432. Alors, on ne s'embête pas ici à simplifier les fractions, vu qu'après, on va devoir travailler à la calculatrice pour trouver l'inverse de la tangente, arctangente. Donc, je fais donc 272 divisé par 432. Voilà. Bon, voilà, ça ne me plaît pas. Je vais garder simplement 432 divisé par 432. Si je te tombais sur un truc simple, ça va, mais là, je ne vais pas faire ça. Je fais à la calculatrice. Calculatrice. On tape. Alors, arctangente. Arctangente de quoi? 272 divisé par 432. Et on trouve l'angle BAC qui vaut environ. Voilà, alors ici, la calculatrice de l'ordinateur, il ne faut pas taper pareil. Il faut d'abord faire la division, ce que je viens de faire. Et après passer en mode trigonométrie. Ici, tangente moins 1, c'est arctangente. Je suis bien en degrés, oui, je suis bien en degrés. Hop, ça me fait donc 32 degrés. 32,19, etc. Mais quand c'est au degré près, ça fait 32, parce qu'après il y a un 1. Donc j'arrondis à 32 degrés. Voilà. Donc l'angle mesure 32 degrés à peu près au degré près. L'escalier permet-il une montée agréable? Ben oui, hein, évidemment. Hein. On a 32, il est bien compris entre 25 et même... Non, même pas marqué le 32, je marquais plutôt ici l'angle BAC. Comme ça, j'ai vraiment... je ne parle pas de sa valeur approchée, mais de sa valeur exacte. Lui-même compris entre donc 32, 25 quoi? Il est 25 et 40 degrés. Donc, disent quoi? La montée est agréable. Donc, la montée est agréable. Tant mieux pour ceux qui auront à monter. Question 3. On rédige ci-contre un programme avec Scratch pour dessiner cet escalier. 1 cm est représenté par un pas dans le programme. Recopier les lignes 5, 6 et 7. Et comme je vais tout simplement zoomer là-dessus. Pour qu'on le voit, je ne vais pas recopier les lignes, je vais juste compléter ici. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on efface tout, on met tout, et après on a ici répété 16 fois. On voit que cette partie-là, oh là, voilà, on va enlever tout ce que c'est mis en trop, voilà. La partie qui est là, c'est la partie qui va dessiner une marche, et comme on a 16 marches à dessiner, ceci va devoir se répéter 16 fois. Donc dans la partie 5 ici, il faut répéter 16 fois. Alors qu'est-ce qu'on va répéter 16 fois? Au départ, on s'oriente à 90, c'est-à-dire on s'oriente à droite. Donc au départ, on est orienté à droite, je vais changer de couleur ici. Au départ, on est orienté à droite comme ceci.
Donc, puisque je veux dessiner la marche qui monte, forcément, il faut que je tourne dans le sens inverse aigu d'une montre de 90 degrés. Donc ça y est, je suis orienté vers là-haut. Et pour dessiner la marche, vu qu'elle fait 17 de hauteur, alors on ne voit plus le 17, je vais déplacer, voilà, comme ça on le voit bien, il y a 17 de hauteur, donc j'avance de 17 pas tout simplement. Après, je suis ici, toujours vers le haut, donc je tourne de 80 degrés dans le sens aigu d'une montre pour revenir en position vers la droite. Et donc là, je dois avancer de 27 pour faire la marche, la profondeur de la marche, avancer de 27 pas. Et après, je recommence. Et comme je suis déjà orienté vers la droite, c'est bon, je suis bien placé. Donc, répéter 16 fois, tourner 90 degrés dans le sens inverse, des aiguilles d'une montre, avancer 17, tourner 90 dans le sens aigu d'une montre, et avancer de 27 pas. Et voilà. Et c'était tout pour Scratch cette année. Ils n'ont pas fait quelque chose de très difficile. Dernier exercice, 20 points lui aussi. Voici deux problèmes de calcul. Programme A, choisir un nombre multiplié ce nombre par moins 2 et ajouter 5 à ce résultat. Quant au B, c'est choisir un nombre, soustraire 5 à ce nombre, multiplier le résultat par 3 et ajouter 11 au résultat. Première question. On montrait que si on choisit moins 3 comme nombre de départ, le résultat obtenu par le programme A est 11. Alors, première question, donc 1 petit a. Montrer que si on choisit, donc on prend moins 3 en point de départ, on peut faire plusieurs manières. On peut soit le faire ligne par ligne, on a moins 3 au départ. Multiplier ce nombre par moins 2, ça fait moins 3 fois moins 2, ce qui fait donc 6, plus 6. Et après, faire quoi? Après, il faut ajouter 5. Donc plus 6, plus 5, ce qui fait 11. Donc voici donc une manière de faire la chose. L'autre manière, c'est de faire, je prends moins 3 au départ, je multiplie ce nombre par moins 2, et je lui rajoute 5. Donc j'obtiens ce calcul-là, ce qui fait donc plus 6 plus 5, ce qui fait donc 11. Moi je préfère la deuxième méthode, mais la première est valable également, évidemment. B. Quel résultat obtient-on avec le programme B ce coup-ci si on choisit 5,5 comme nombre de départ? Alors si on prend 5,5 comme nombre de départ, on va encore faire les deux manières. 5,5 comme nombre de départ. On fait quoi après? On soustrait 5 à ce nombre. Donc on obtient 5,5 moins 5, ça fait 0,5. On multiplie par 3 ceci, ça va faire 1,5. Et on ajoute 11 à ce résultat. Donc 1,5 plus 11, ça va faire 12,5. La deuxième méthode, c'est je pars donc à 5,5. J'enlève 5. Je multiplie le résultat par 3. Attention, c'est le résultat qui multiplie par 3. Donc je mets les parenthèses. Et après, je rajoute 11. Donc ça me fait, évidemment, donc je commence par les parenthèses. Ça me fait 0,5 fois 3 plus 11. 0,5 fois 3, ça fait 1,5 plus 11. Et évidemment, je retrouve 12,5. Petit 2. Petit 2, on désigne par x le nombre de départ. On obtient moins 2x plus 5 comme le départ avec le programme A. Effectivement, c'est pas demandé, mais vérifions-le. Si je choisis un nombre x, je le multiplie par moins 2, ça me fait moins 2x. Je rajoute 5, moins 2x plus 5. D'accord? Donc, comme ça, on comprend bien, en le faisant, même si ce n'est pas demandé, comment ça fonctionne. Alors, la question ici est montrer qu'avec le même nombre de départ, c'est-à-dire avec x, le résultat du programme B est égal à 3x moins 4. Alors, allons-y. Programme B. Programme B, qu'est-ce que ça donne, programme B? Alors, au départ, on part de x. Je soustrais 5 à ce nombre, donc x moins 5. Je multiplie le résultat par 3. Donc, tout ça entre parenthèses, je le fais fois 3. Je mets le 3 en premier. Hein. Bon, on peut le mettre en deuxième à la fin, comme j'avais fait tout à l'heure. Mais là, je le fais en premier, c'est plus classique. Et je rajoute 11. Je vois que je ne trouve pas du tout 3x moins 4. Mais c'est pas grave, parce que ça veut dire en fait que je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini le calcul. J'ai ici 3 fois une parenthèse, il va falloir développer. Donc, ici, ce 3 qui va se distribuer dans toute la parenthèse. Ça va donc faire 3 fois x, 3 fois x.
3 fois moins 5, donc ça va faire moins. Parce que le plus du 3 et le moins du 5, ça va faire moins. Moins 3 fois 5, plus 11. Ce qui fait donc 3x moins 15 plus 11. Et bien sûr, moins 15 plus 11, ça fait moins 4. Donc j'obtiens bien 3x moins 4 comme demandé. Ensuite, on passe aux représentations graphiques. On a représenté ici les fonctions f et g, définies par f de x égale moins 2x plus 5. Donc c'est la fonction qui est représentée par le programme A. Et g de x égale 3x moins 4. C'est donc la fonction qui représente le programme B. Associé en justifiant chaque droite à la fonction qui lui correspond. Plein de manières de faire ceci. La première serait par exemple de calculer, on va faire question A3 petit a. Je calcule par exemple, on a f de 0, je calcule f de 0. Très facile à calculer, f de 0, parce que c'est moins 2 fois 0 plus 5, ben ça fait évidemment 5. Donc f de 0 égale 5. Donc la droite qui va représenter f, donc je ne sais pas laquelle c'est, hein, la représentation graphique de f passe par le point de coordonnées 0, parce que j'ai pris f de 0 sur l'abscisse, et 5, parce que je trouve f de 0 égale 5. Et je vois ici que le point d'abscisse 0, 5, c'est celui-ci, ben c'est un point de la droite D2. Donc, D2, parenthèse, c'est à droite, et la représentation graphique de f. Et donc, c'est même pas la peine de faire un autre calcul, ben D1 et la représentation graphique de g, de la fonction g, puisque forcément on a dit que il y avait deux droites, ça correspondait aux deux fonctions. Là encore, on aurait pu calculer g de 0, hein. G de 0, ça faisait moins 4, et on voit ici effectivement que le point de coordonnées 0, moins 4, il est là, c'est bien un point de D1, donc ça correspond bien à la fonction g. Ça, c'est une manière de faire. L'autre manière de faire, c'est de voir que la fonction f ici, on voit qu'elle a moins 2, ici c'est moins 2 fois x, plus 5, donc son coefficient directeur c'est moins 2, il est négatif. Et un coefficient directeur négatif, ça veut dire que la droite, parce que c'est une fonction affine, la droite qui le représente est décroissante. Et ici, laquelle est décroissante, c'est D2. Donc là encore, en regardant les coefficients directeurs, on pouvait voir que donc f était représenté par une droite décroissante, D2, alors que G, pour qui le coefficient directeur est 3, donc positif, est donc représenté par une droite croissante, et donc forcément D1. Voilà, donc plusieurs manières de faire la chose. Par lecture graphique, donner le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g. Bien évidemment, si on a un même nombre qui donne la même image, ça va se retrouver ici, à l'intersection de ces deux droites. C'est ici, à l'intersection de ces deux droites, qu'on obtient un point qui a la même abscisse et les mêmes ordonnées. Donc ce qu'il faut ici, c'est trouver quelle est, tac ici, l'abscisse de ce point. C'est ce point-là qui va donner, qui aura pour image la même chose que l'on passe par f, donc que l'on passe par donc, la droite D2, ou par g, en passant par la droite D1. Donc ici, il n'y a qu'à mesurer, hein, finalement ici, combien ça fait cet endroit-là. Alors, combien ça fait 1,7, 1,8, 1,75. Allez, moi je vois ici, c'est à 1,8. Mais si vous avez trouvé 1,75, 1,7, c'est correct, parce que c'est quand même approximatif, parce qu'on fait juste une petite mesure. D'accord? Enfin, maintenant, on va trouver ce nombre-là, puisque on va faire la question 4, qui dit déterminer par le calcul le nombre de départ pour lequel les programmes A et B donnent le même résultat. La petite difficulté ici, c'est qu'il fallait bien remarquer que le programme A et le programme B, ça correspondait aux fonctions f et g, évidemment. Bon, enfin, c'est relativement simple. Alors, on va appeler donc x le nombre de départ pour lequel les programmes
A et B donnent le même résultat. D'accord, on reprend la question finalement pour bien définir quel sera notre inconnu, car forcément ici on va faire affaire par une équation. Alors, puisque les programmes A et B donnent le même résultat, que le programme A ça donnait, je sais plus, c'était F je crois, et le programme B c'était G, ben forcément on va avoir ici f de x égale g de x. C'est ça notre équation. F de x c'est quoi? C'est moins 2x plus 5, qui est égal donc à g de x, 3x moins 4. Voilà ce qu'il va falloir résoudre comme équation. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le plus 5 ici, qui est un nombre, doit être placé à droite, lui est à gauche. Quant au 3x ici, qui est un x, il est à droite, alors que les x, leur place, c'est à gauche. Donc il faut donc se débarrasser de ce plus 5 et de ce 3x. Pour cela, toujours pareil, on ajoute de chaque côté leurs opposés. Donc je rajoute moins 5 de chaque côté pour éliminer le 5 et moins 3x de chaque côté pour éliminer le 3x. J'obtiens alors côté gauche 2x moins 3x, c'est-à-dire moins 5x, égale, et à droite, parce que ici les 5 sont partis, pas pourquoi, et ici les 3x sont partis, donc il ne reste plus que 4 moins 5, ce qui fait moins 9. Là, ce qu'il faut éliminer maintenant, c'est le moins 5. Le plus simple ici sera de multiplier par 1 sur moins 5 de chaque côté. En parenthèse ici à cause du moins. Ainsi, les moins 5 se simplifient. Il ne reste plus que x égale moins 9 sur 5. Non, moins 9 sur moins 5. C'est-à-dire 9 sur 5, puisque les deux moins vont faire plus. Et 9 sur 5, ça fait combien? Ça fait 1,8. Le nombre que j'avais trouvé ici graphiquement, 1,8, se trouve être exactement le bon nombre. C'était bien 1,8 qu'il fallait trouver. Tout simplement. Alors, une autre manière de faire cette question 4 sans faire d'équation, alors là encore, c'est pas du tout ce qui était attendu, mais techniquement ça marche. Vous allez trouver graphiquement 1,8. Bon, très bien. Et on vous demande un nombre de départ pour lesquels A et B, les programmes A et B donnent le même résultat. Pourquoi pas essayer le programme A et le programme B avec 1,8, parce que vous avez l'impression que 1,8 fonctionne. Avec un peu de chance, si c'est le bon, ça marchera. Le programme A, que dit-il? Le programme A, si on part de 1,8. Au début, on fait quoi? Attendez, programme A, du coup, je ne sais plus lequel c'est. Programme A, c'est je multiplie par moins 2, je rajoute 5. Parce que c'est moins 2x plus 5. Donc 1,8, je le multiplie par moins 2, ça va faire 3,6, moins 3,6. Alors, moins 2 fois 1,8, ça fait donc moins 3,6. Et après, il faut faire quoi? Il faut rajouter 5. Moins 3,6 plus 5. Ça fait combien? Ça fait 5. Ça fait 2, ça fait 1,4, me semble-t-il. D'accord? Et pour le programme B, si je pars de 1,8, qu'est-ce qu'on fait après? On enlève 5, c'est ça? On enlève 5, après on fait x3 et plus 11. Alors on enlève 5, 1,8 moins 5. Ça fait donc moins 4, moins 3, moins 3,2. Moins 3,2, je le fais fois 3. Ça va faire moins 9,6. Et moins 9,6, je rajoute 11. Ça me fait 1,4. Et coup de chance, ça marche. J'ai bien trouvé un nombre, 1,8, pour lequel le programme A et le programme B donnent le même résultat. Alors évidemment, c'est coup de chance, parce que si la bonne réponse, parce qu'on a trouvé 1,8 à peu près, on savait pas on n'était pas sûr que ce soit bien 1,8 en lecture graphique, ça aurait pu être 1,82. Et dans ce cas, cette technique-là n'aurait pas marché. Mais quand ça marche, quand on est tombé pile poil sur le bon nombre exact, cette méthode fonctionne parfaitement. C'est clairement pas ce qui était attendu, mais on ne peut pas vous reprocher de l'avoir fait. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusé avec ce brevet, et bonne chance pour la suite. Bye bye.